Bienvenue à toutes et tous sur cette célèbre place du Puy-Zelmas, qui est le cœur du vieux Banyuls. Nous avons aujourd'hui 3 raisons d'être ici réunis. La première raison, c'est que nous clôturons par ces lectures et par cet acte et ces chansons les journées européennes du patrimoine, et j'insiste sur le européenne par rapport à ce que je vais vous dire ensuite. Journée européenne du patrimoine dans laquelle nous avons commémoré de multiples éléments du patrimoine, mais nous allons ce soir invoquer l'élément essentiel du patrimoine qui est la langue, ou plutôt les langues, puisque vous aurez ce soir les interventions en français bien sûr, mais aussi en catalan et aussi en allemand. La langue, c'est probablement l'élément indispensable du patrimoine, parce que sans communication et sans langue, il n'existe pas de patrimoine, il n'y a pas d'histoire du patrimoine, il n'y a pas d'environnement du patrimoine. Et donc la langue, c'est vraiment l'élément principal. Et je suis très heureux que la mairie de Banyuls nous ait permis d'utiliser cette place et nous ait aidé dans l'organisation. Monsieur le maire de Banyuls nous rejoindra dans quelques instants et je salue la présence de monsieur le conseiller départemental et par ailleurs maire de Port-Vendre qui est venu en voisin et en ami et qui lui aussi nous a aidés dans nos diverses actions. Donc première raison, le patrimoine. La seconde, c'est de répondre à l'invitation de Michel Fabre et de son association, je ne sais plus où est Michel, voilà, il est caché, donc de son association Les Veillées d'Antan. Beaucoup d'entre vous les connaissent. Cette association s'efforce à Banyuls de maintenir l'idée de la lecture, de la communication par la parole, et c'est en ces temps d'écran et de systèmes automatisés essentiel qu'on puisse de temps en temps écouter des paroles prononcées par des vrais gens qui sont présents sur de vraies scènes. Et je les remercie d'avoir accepté de s'associer à nous pour cette veillée, ces lectures. Ils en font régulièrement, mais cette lecture-ci prend une dimension particulière, et c'est donc la troisième raison de notre présence. La dimension particulière, c'est que j'ai l'honneur ici, avec le professeur Albert Fert, qui dira quelques mots après moi, de représenter une association qui est une jeune association constituée à Banyuls depuis le mois de juillet dernier, qui s'appelle Albert sans frontières et en catalan Albert sense frontières, et dont l'objet principal et quasi unique est d'obtenir la réouverture du col de Banyuls. Vous le savez sans doute, la plupart d'entre vous le savent en tout cas, le col de Banyuls qui existe depuis des temps immémoriaux comme un passage essentiel d'un côté à l'autre des Alberts. C'était au Moyen-Âge déjà le chemin que prenaient les moines du monastère de Saint-Quirce pour venir ici, en bas, pas très loin, recueillir du sel pour leur alimentation. Ça a été le lieu de résistance des Banyulins en 1793 lorsque les armées espagnoles se sont attaquées à la République française. Et vous avez sans doute vu le grand tableau qui existe dans le hall de la mairie. Et plus récemment, au cours du XXe siècle, ça a été un lieu de passage, le lieu de la liberté, le lieu de l'espoir. Dès les années 30, des Juifs fuyant le régime nazi en Allemagne sont passés par cet endroit, par le col de Banyuls, ici par le Puy-Zelmas. Madame Lisa Fitko, qui avait organisé un réseau, et il y a un petit monument à la mémoire de Lisa Fitko à quelques mètres d'ici. Des Juifs sont passés par ici pour espérer retrouver la liberté. Walter Benjamin n'est pas passé au col, mais pas passé très loin. Il n'a pas non plus longtemps pu jouir de sa liberté. Mais c'était un symbole, c'était une image de liberté. Ensuite est venu le temps de la guerre d'Espagne et de ce qu'on appelait la retirade. Et des milliers de républicains espagnols, militaires ou non, femmes, enfants, personnes âgées, sont passés également par le chemin du col. Et au cours de la Seconde Guerre mondiale, il existait des réseaux ici, pour faire partir les réfractaires au service du travail obligatoire, tous ceux qui ne voulaient pas aller travailler en Allemagne, pour permettre de partir aux Juifs, à tous les réprouvés qui avaient des difficultés avec le régime nazi, aussi aux pilotes alliés qui avaient été abattus et que la résistance récupérait et ramenait en Espagne par ce col. Donc c'est un lieu qui est extrêmement chargé d'histoire. À partir des années 60, 1963 exactement, un Banyulin, Gaston Barbe, qui était alors le responsable des pompiers, avait, au moyen d'un bulldozer, transformé ce petit chemin à peine carrossable en une route qu'on pouvait utiliser dans le but de lutter contre l'incendie, et ça continue à être un des axes stratégiques de la lutte contre l'incendie. Donc une permanence d'utilisation de ce col.
jusqu'à ce qu'au mois de janvier 2021, pour des raisons que nous n'arrivons pas toujours très clairement à comprendre, même aujourd'hui, le préfet des Pyrénées-Orientales ait pris un arrêté interdisant le passage, et pas seulement le passage du col de Banyuls, interdisant la voie d'accès au col de Banyuls aux véhicules, aux piétons, aux cyclistes. C'est normalement aujourd'hui interdit, je le dis pour ceux qui reviennent d'Espoy à vélo aujourd'hui, c'est normalement interdit de passer par là. En réalité, nous savons bien que beaucoup de gens y passent. Et cet arrêté préfectoral est toujours en vigueur à l'heure actuelle. Ce qui nous a conduit au mois de juillet dernier, quelques Banyulins d'origine et quelques Banyulins raccrochés à notre mouvement, d'envisager la création de cette association pour mener des actions comme celle d'aujourd'hui, comme d'autres que nous avons menées ou que nous allons mener à l'occasion de la fête des vendanges, pour essayer de manifester auprès des pouvoirs publics notre désaccord en tant que citoyen, en tant qu'habitant de Banyuls ou en tant tout simplement qu'amoureux de ces paysages et de cette zone. Cette association, j'ai le plaisir de vous le dire, est à peu près arrivée à 1000 adhérents aujourd'hui. 1000 adhérents, c'est considérable. Mais merci pour tous les adhérents. C'est considérable parce que c'est un mouvement citoyen. Parmi nos adhérents, il y a des gens de toutes origines, de tous bords et de toutes idées politiques, mais qui sont adhérents parce que, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont même pas une utilisation quotidienne du col. Mais on les a privés d'une liberté. Et priver d'une liberté, c'est priver un citoyen de l'expression de ses droits. On peut résumer notre action à ce qu'a dit un de nos membres, Philippe Barbe, que beaucoup d'entre vous connaissent, président du Foment de la Sardane. Lors de l'Assemblée constitutive, il a dit « c'est quand même extraordinaire, Franco qui était un dictateur nous laissait passer, et la République nous empêche de passer ». Et je crois que ça résume l'opinion de beaucoup de Banyulins. Certains d'entre eux me disent « nous, on n'y va jamais, on n'a pas de voiture, on passe pas par là ». Mais ça nous embête que ça soit fermé. Alors voilà l'action que nous menons. Nous l'avons menée par le recrutement de nombreux adhérents, et si certains d'entre vous ne sont pas encore adhérents de notre association, il y a là-bas au fond des dames qui sont prêtes à vous faire remplir les petits bulletins. L'adhésion coûte 10 €, donc c'est très modeste. Pourquoi? Pour disposer d'une forme juridique d'association qui nous permette, si cela s'avère nécessaire, d'attaquer l'arrêté préfectoral devant les tribunaux administratifs. Je pense que si nous devons le faire, et nous le ferons, nous devons gagner ce procès, mais les délais des juridictions sont tels que ce n'est pas là l'objet immédiat. L'objet immédiat, c'est d'arriver à convaincre monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, et à cet égard, je le remercie, le nouveau préfet, parce qu'il a pris la peine de venir sur place et de nous écouter pendant une bonne heure, de le convaincre que non seulement ce qu'ils ont décidé ne sert à rien, mais en plus c'est illégal au regard du droit européen. Journée européenne du patrimoine, c'est le moment de parler de droit européen, et qu'enfin, ça ne préjudicie finalement qu'aux gens, aux citoyens qui habitent ce secteur de la montagne. Nous sommes accompagnés également d'élus et de citoyens du côté sud de l'Albert, et nous allons mener des actions conjointement avec eux, mais nous voulons, par le nombre et par la multiplication de nos manifestations, que le préfet ne nous oublie tout simplement pas. C'est une ligne à enlever dans un arrêté préfectoral. Mais cette ligne, elle a d'énormes conséquences pour nous. Les élus de toute la Côte Vermeille, actuellement, des délibérations sont en cours dans les conseils municipaux pour prendre des vœux demandant la réouverture du col de Banyuls. Les citoyens de la Côte Vermeille, les forces économiques de la Côte Vermeille, tous nous sommes unis dans cette seule et même action, parvenir à rétablir une situation qui est totalement illégale au regard du droit européen, et qui de toute façon ne sert strictement à rien. Deux mots pour finir. Les motifs qui avaient été invoqués, c'était la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration clandestine. Je salue monsieur le maire de Banyuls qui vient nous rejoindre. Ces deux motifs sont des motifs manifestement inexacts. Les terroristes, ce ne sont pas 4 cailloux en travers de la route qui vont les empêcher de passer. On sait pertinemment qu'ils ont des moyens autrement plus importants. Et de mémoire, tous les attentats que la France a eu malheureusement à souffrir au cours des dernières années n'étaient pas perpétrés par des gens qui venaient d'ici, mais plutôt des gens qui venaient du nord de l'Europe. Donc ça n'est pas le vrai motif. Quant à la lutte contre l'immigration, chacun peut penser ce qu'il veut du problème de l'immigration. Ça n'est pas le débat. Mais la certitude, c'est que ça n'est certainement pas par le col de Banyuls que passent les immigrés, parce que à Cerbère, par le tunnel entre Cerbère et Portbou, tout simplement par la route, on passe très facilement. Donc ce sont des faux motifs, et nous voulons dénoncer le fait qu'en raison de ces faux motifs,
nous soyons, nous, citoyens de Banyuls, nous, citoyens de la Côte-Vermeille, privés d'un droit que nous avions acquis historiquement. Voilà donc les raisons pour lesquelles nous avons organisé cette soirée. Je voudrais, avant de laisser au lecteur la parole, demander, Monsieur le Président Albert Fert, de me rejoindre et de vous dire quelques mots. Merci de votre attention. Je dirais peu de choses. D'abord, je veux dire que je suis admiratif de ce que réalise l'association Albert Sans Frontières. Et je félicite tous les membres de cette association. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que je suis émerveillé de la chaleur des relations qui sont établies entre tous les membres de l'association. Vraiment, c'est quelque chose de fantastique. La preuve aujourd'hui, cette réunion sur la place du Puy-Delmas. Et finalement, ce que je veux dire fortement, c'est que je suis scandalisé par l'inertie de l'administration préfectorale, sa lenteur à réagir à propos de problèmes qui préoccupent quand même tout le monde et de façon urgente. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée sur la place du Puy-Delmas. C'est parce qu'il voulait être applaudi 2 fois. Je retourne, une 3e fois. On y va. Merci Pierre, merci Pedro. Juste un petit mot d'introduction pour dire que notre association est très heureuse de partager avec Albert Sans Frontières et les voix donc de nos lecteurs ce cri d'indignation, de colère et de lutte contre la fermeture du col de Banyuls. Nous vous proposons de dédier cette soirée à Monsieur le nouveau préfet. C'est à lui que nous allons nous adresser avec tous les textes que nous avons préparés. Nous lui rappellerons, pour le cas où ce serait nécessaire, que le col de Banyuls, on l'a vu avec Pierre, a été le passage, même dans les pires moments de son histoire, de nombreuses personnes. Nous lui dirons qu'une frontière n'est pas une barrière, ni un mur, pas une clôture, mais une passe, une transition, une ouverture. Nous lui parlerons de ceux qui désespèrent et meurent parfois de notre rejet aux frontières et de notre indifférence. Nous lui dirons que la loi est respectable, sauf lorsqu'elle est contraire à l'éthique et au bien. Nous lui parlerons de liberté, nous lui parlerons de fraternité et d'espoir, qui devraient être nos seuls guides dans l'existence. Quoi de mieux pour tel message que la littérature et la poésie? Bienvenue à Monsieur le nouveau préfet. Bonne soirée à tous.
Le souvenir d'Hannibal reste romantiquement associé à celui de ses éléphants. Certes, ceux-ci n'ont pas formé un véritable régiment puisqu'ils n'étaient que 37 à prendre le départ de Carthagène en 218 avant Jésus-Christ. Pourtant, leur image a imprégné pendant plus de 1000 ans les mémoires des populations riveraines. Pour franchir les Pyrénées sans risque de bouchonner, les Carthaginois paraissent avoir divisé leur armée en 3 corps qui auraient adopté chacun un trajet différent. Le plus à l'est aurait suivi la voie du bord de mer, c'est-à-dire le chemin d'Héraclès, par le petit col des Balitres et de Cerbère. Le deuxième aurait franchi le dernier chaînon des Albères en empruntant le col, appelé aujourd'hui le col de Banyuls. Enfin, le troisième aurait transité par le col des Panissards. Les 3 corps d'armée se regroupèrent pour y camper dans la plaine située non loin de l'oppidum ibère d'Elne. Pendant cette halte, Hannibal et son état-major chevauchèrent jusqu'à Château-Roussillon afin d'y rencontrer le chef des ethnies celtes qui occupaient les bords de la Méditerranée depuis la Tête jusqu'au Rhône. Sals vit aussi passer au pied de ces tours de bois l'armada d'Hannibal et ses éléphants qui empruntèrent le goulet de Sals entre l'étang et le massif des Corbières. Ils étaient en route pour Rome. Au début de l'année 1939, quand a eu lieu la retirade, la retraite des républicains espagnols, le lieutenant-colonel Enrique Lister commandait la 11e division de l'armée populaire des brigades internationales. Il est passé avec ses hommes, les uns par le col de Deltordre et les autres par le col de Banyuls. C'était une brigade. Il devait donc y avoir plusieurs formations qui ont emprunté plusieurs passages. Moi, Anicette Daillou, j'avais 14 ans. Je travaillais dans une vigne au lieu-dit Mas d'en Rafalette, appelée aujourd'hui Mas des Grands. À droite, en montant au-dessus de la route des Mas. De là, on voyait une partie des cavaliers de Lister descendre peu à peu le flanc de la montagne en direction du Fitou, des Escombes, près des chemins qui montent l'un au Machatard et l'autre vers les Terrailles. C'est à cet endroit qu'ils se sont regroupés. Et quand ils ont été tous réunis, encadrés par les spahis, ils ont descendu la rivière de la Baïourie jusqu'au front de mer de Banyuls. De là, je pense que les hommes de Lister ont été provisoirement consignés au château royal de Collioure. Les autres réfugiés, hélas, sont passés par les camps d'Argelès, Saint-Cyprien, Barcarès. L'un était gris, avec des parements en velours au col et aux manches. L'autre beige clair, avec des entrefilets marrons. « Choisis, dit ma mère, lequel tu gardes, lequel je donne. » Je les avais portés l'un et l'autre dans l'indifférence, mais voici qu'ils me devenaient chers tout à coup, l'un pour la couleur, l'autre pour la forme. Me séparer de l'un d'eux me semblait difficile. Souriante mais déterminée, ma mère ne me laissa pas longtemps dans cette confortable incertitude. Il fallut choisir et vite, car tout y passa. Les robes, pulls, vestes, tout, absolument tout ce que je possédais en double, fut dédoublé. Puis ce fut le tour de ma sœur qui n'avait que 4 ans. Moi j'en avais déjà 8. Tout comme moi, elle eut à donner son avis, et ceci fait, ma mère composa un gros ballot noué aux 4 coins qu'elle s'empressa de porter à la Croix-Rouge pour ses petits-enfants qui nous étaient arrivés à travers la montagne par une nuit glaciale sous la pluie et la neige. Cela et rien d'autre. Par le passage des Pyrénées, la foule arrive,
interminable, comme le sang qu'un cœur terrifié enverrait à grands coups. La foule a la couleur de la terre, la couleur des bois vaincus, des chaînes cassées à coups de hache. C'est la terre elle-même qui se met en marche, arrachée à ses fondements. C'est la matière de l'Espagne, sa substance, son fond ultime, ce qui arrive, ce qui avance, ce qui attend dans ce terrible matin gris vidé de Dieu sur la longue route qui mène au Perthus. Jamais regard humain n'a pu voir chose pareille. Jusqu'à quel siècle lointain faudrait-il remonter? La scène est ancienne. Rien dans l'histoire moderne ne lui ressemble. Et dans l'immense douleur, il y a l'acceptation profonde du déjà-vu, et du seul déjà-vu possible, de l'intérieur, partie prenante, partie de ce douloureux morceau de bois, branche de ce sol que l'on a cassé et foulé. Ce qui se passe n'a pas de nom. C'est si terrible qu'on en a oublié l'ennemi. Pourchassés, qui fuyons-nous? Le ciel et la terre se sont vidés, et derrière nous, dans notre dos, une immense force obscure nous pousse. L'injonction vient d'une telle profondeur, sa force part de si bas, que ce serait une calomnie de l'appeler idée. Idée. Il n'est pas d'idée au monde pour mettre ainsi quelque chose en mouvement. Ce qui se passe a lieu sur un fond plus immédiat. C'est un événement plus fondamental, plus primaire, sans la moindre idéalité. Ce qui se passe ne peut avoir lieu qu'entre un Dieu terrible et l'homme. Car ce qui arrive à un peuple entier, il faut nécessairement le définir par rapport au divin. L'ennemi fasciste, s'en retrouvait diminué, note de couleur sombre sur le ciel du destin. Ce qui arrivait était si terrible que, malgré l'ampleur du désastre militaire, cela n'avait plus aucun rapport avec lui. Et c'est pourquoi les rumeurs grandissaient, et grandissaient encore, au fur et à mesure que la multitude avançait. En terre française, désormais, elle grandissait toujours, et la panique se changeait en effroi. Et l'effroi rendait les gens fous. Il venait troubler leur raison. Au fur et à mesure que nous approchions de la frontière, le calme s'étendait, comme des nappes d'huile sur les visages. Il adoucissait les voix, et il redonnait voix à qui était devenu muet. La frontière atteinte, l'horreur jaillissait de nouveau, et elle était répercutée dans une rumeur. C'était la nouvelle invraisemblable et effarante qui emplissait toutes les oreilles, qui pénétrait dans toutes les têtes comme un forêt. Seigneur, qu'a donc fait mon peuple? Contre quel haut visage, hors de toute atteinte, a-t-il lancé sa pierre? Mais quel monstre porte-t-il dans ses entrailles pour avoir ainsi terrifié le monde? Ou quelle semence nouvelle, quelle créature surhumaine sera le fruit de ta lutte pour cet enfantement qui produit de telles douleurs? Quel accouchement par-delà lui-même va donc avoir lieu sur terre à travers mon peuple? Ce peuple qui ne se résigne pas, qui ne mord pas sous la torture. Le seul Seigneur à te résister?
passe la frontière au col de Banyuls en décembre 1942. Il s'agit d'un romancier flamboyant, déjà très connu, journaliste et correspondant de guerre, et de son neveu de 24 ans, qui a déjà commencé à publier dans des revues littéraires et a fait la guerre comme élève officier de cavalerie sorti de Saumur. Le colosse à chevelure de lion, c'est Joseph Kessel. Et le jeune homme qui ne sait pas encore qu'il inspirera l'auteur de Game of Thrones, avec ses rois maudits, c'est Maurice Druon. Démobilisé, celui-ci s'est engagé dans la résistance, le réseau CART, qui vient d'être démantelé. Et il lui faut fuir loin. Les Allemands ont passé la ligne de démarcation le 11 novembre, et il n'y a même plus de zone libre. Ce sera donc l'Espagne, en espérant de là pouvoir gagner Londres afin de rejoindre le général de Gaulle, dont Druon avait lu l'appel, un simple entrefilet, dans le journal de la Petite Gironde en juin 1940. À l'époque, il avait préféré rester avec ses hommes. 2 ans et demi plus tard, c'est le moment. Et il a convaincu celui qui est plus que son oncle, son mentor, de le suivre. Entre ses voyages, ses conquêtes et ses beuveries, Kessel était très en vue. Un peu trop pour un juif. Pierre Laval lui a proposé un passeport pour les États-Unis, mais Kessel a refusé, ne voulant rien devoir au chef du gouvernement de Vichy. Ce sera donc un passage clandestin en Espagne. Après plusieurs tentatives avortées, Maurice Druon séjourne à Perpignan pour essayer de trouver une filière. Il la trouve. Et Kessel le rejoint avec sa maîtresse, la chanteuse Germaine Sablon. La nuit de Noël est choisie car les policiers, qu'ils soient français, allemands ou espagnols, sont occupés aussi à faire la fête et sont donc moins nombreux et moins vigilants. Et les voilà en file indienne et en espadrille, silencieux dans l'obscurité, en train de passer le col de Banyuls. Sans encombre? Aucune, hormis une longue marche éreintante et un moment très fort. Au moment de franchir la frontière, leur guide, un républicain espagnol qui fut l'aide de camp du président Manuel Azaña, marque un arrêt. Retournez-vous et regardez, leur dit-il. Vous ne verrez plus jamais ce pays qu'on enchaîne. Les 3 fuyards réussissent ensuite à regagner Londres via le Portugal et Kessel et Druon sont reçus séparément par le général de Gaulle. En mai 1943, Emmanuel d'Astier de la Vigerie leur demande d'écrire le texte d'un hymne pour la résistance. La musique existe déjà, composée par une artiste russe, Anna Marly. Elle sert depuis quelques jours d'indicatif au programme français de la BBC. Honneur et patrie. Elle est sifflée pour passer à travers le brouillage des Allemands. Kessel et Druon se mettent donc au travail dans un petit hôtel des environs de Londres. Ils repensent alors à ce que leur avait dit le passeur au col de Banyuls. « Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ?» C'est ainsi que naît le chant des partisans, que Germaine Sablon va enregistrer, qui sera ensuite imprimé, distribué, parachuté en France pour donner une voix à la résistance.
C'est un type formidable, ce monsieur Azéma, racontai-je à Benjamin. Il a passé des heures à tout m'expliquer dans les moindres détails. L'ancien parcours longeant le mur d'enceinte du cimetière de Cerbère est malheureusement devenu trop dangereux. Il ne reste qu'un seul trajet encore sûr, la route Lister. Mais cela signifie qu'il faut franchir les Pyrénées plus à l'ouest et affronter une ascension plus pénible car les crêtes y sont plus élevées. Ça ne fait rien, assura Benjamin. Du moment que c'est un chemin sûr, je dois toutefois vous préciser que je suis cardiaque et que je ne pourrai pas marcher vite. Nous voici donc partis, marchant sans nous presser, en touristes soucieux d'admirer seulement le paysage. Je remarque que Benjamin porte une serviette. Elle paraît lourde. Je lui demande si je puis l'aider. Elle contient mon dernier manuscrit, explique-t-il. Vous savez, cette serviette est mon bien le plus précieux, pas question de la perdre. Ce manuscrit doit être sauvé. Il est plus important que ma propre personne. Après avoir grimpé des collines verdoyantes qui s'allongeaient en pente douce vers la mer, notre sentier devenait parallèle à la route officielle des crêtes, en contrebas de celle-ci, masqué par les surplombs rocheux. Benjamin avançait d'un pas lent et régulier, à intervalles égaux. Toutes les 10 minutes, il s'arrêtait, s'accordait environ 1 minute de repos. Puis il repartait de la même allure tranquille. Il avait élaboré ce système au cours de la nuit. Nous atteignîmes enfin la crête. Je précédais les autres et m'arrêtais pour regarder autour de moi. De stupéfaction devant le tableau qui s'offrait soudainement à mes yeux, je crus un instant à un mirage. Tout en bas, dans le lointain, là d'où nous venions, la Méditerranée bleu foncé. De l'autre côté, face à nous, des récifs tombant à pic sur une plaque de verre turquoise. J'en eus le souffle coupé. Je n'avais jamais vu pareille splendeur. Maintenant, je le savais, nous étions arrivés en Espagne. Il suffisait de descendre tout droit pour atteindre le village. Le moment était venu pour moi de rebrousser chemin. Les autres avaient tous les papiers et visas nécessaires, mais moi, je ne pouvais risquer de me faire arrêter en territoire espagnol. Ce jour-là, après mon voyage sur la route Lister, je ne pensais qu'à une chose. Le vieux Benjamin et son manuscrit étaient maintenant en sécurité de l'autre côté de la montagne. Quelques jours plus tard, j'appris la mort de Walter Benjamin. Il s'était suicidé à Portbou, dans la nuit suivant son arrivée. Au poste frontière espagnol, on leur avait déclaré « Nous sommes obligés de vous ramener en France ». On venait de recevoir de nouvelles directives de Madrid. Pas d'entrée en Espagne sans visa de sortie français. Cette nouvelle mesure connut le même sort que des dizaines d'autres. Elle ne tarda pas à être abrogée. Mais si côté français, nous en avions été informés à temps, tout passage illégal de la frontière aurait été suspendu en attendant la suite des événements. Le manuscrit auquel Benjamin tenait tant n'a pu être retrouvé, ni à Portbou, ni à Figueras, ni à Barcelone. On avait seulement à l'époque inscrit sur le registre des décès que le défunt avait en sa possession une sacoche en cuir noir, unos papeles más de contenido desconocido, renfermant des papiers à la teneur inconnue.
jaune. Remonte ton regard un peu, vois la couleur orange. Rabaisse ton regard juste un peu à la fin de l'orange et au début du jaune. Vois cette frontière entre le jaune et l'orange. Cette frontière n'est pas une barrière. Écoute le son de la note Do. Écoute maintenant le son de la note Ré. Que ton oreille écoute maintenant entre le Do et le Ré. Entends cette frontière entre deux notes de musique. Cette frontière n'est pas une barrière. Ta raison fixe ses limites. Tu les inventes au bout de ton regard. Après, c'est l'inconnu, la peur. Ces limites que tu te fixes, ce sont des frontières, pas des barrières. De toi seul dépendent frontières et barrières. Une frontière n'est pas une barrière, c'est un signal, le signal d'un changement. Quand tu rencontreras ton prochain obstacle, dis-toi que ce n'est pas une barrière, dis-toi que c'est une frontière et fais un pas de plus. Qui a promis la terre promise? Dieu avait plus d'un slogan dans son sac à prophétie et plus d'un rêve de sang en lieu de lait et de miel. C'est une malédiction moderne qui a imposé des bornes et des barrières aux horizons nomades, aux horizons que les caravanes empruntaient à leur guise, à leur rythme, à leurs risques et périls, certes, mais librement. Librement. Les confins, les lisières avaient un goût de défi et d'appel, un goût de mémoire inconnue. On partait avec des cartes incertaines où tout était possible. Le désert et le gîte, l'embuscade et la steppe, l'altitude et la soif, le vertige et la plaine. Zone sans garde ni entrave, passage livré aux pèlerins, aux voyageurs, aux insoumis, terrain si vague qu'il touchait aux songes et au ciel. En marge se projetaient tous les élans du cœur. Les frontières, désormais, tiennent le centre et les rives. S'invitent des rendez-vous sur un surcroît de ruines, sortent de partout, comme des licoles d'importation, jusqu'à étrangler le moindre désir d'espace, le moindre sursaut de souffle et de vie intérieure. La loi des États semble le contre-coup panique de la grande peur qui hante les sédentaires. Et les pays cadenassés pullulent, et ils s'accrochent à leurs limites, et ils contrôlent, et ils répriment, et ils tuent. La loi des États est la pire imposture. Les pays oubliés crèvent dans une poussière d'exil, dans des bivouacs de boue, dans le non-lieu d'une vieille blessure. Ils échangent remords pour vengeance, légende pour programme, servitude pour servitude, avec dans le sablier la même dose de poison que d'espoir. Car les frontières existent au dehors, au dedans. Les frontières existent comme rarement sur terre et dans les têtes. Leur pouvoir d'étouffement n'a jamais été aussi nocif, aussi aveugle, aussi sanglant. Leur treillis n'a jamais été aussi serré, aussi poisseux, aussi dément, car les frontières existent et renaissent à la solde des milices, des clergés et des clans. Pour un mur abattu, combien de solitudes bardées de barbelés, combien de nations ressuscitées au forceps, échangées aussitôt en autant de fausses communes. C'est la nouvelle lutte finale, tous contre tous, frères contre frères, voisins contre voisins, Dieu contre Dieu. Qui a promis la terre promise ?
est neuf et tout est sauvage. Libre continent, sans grillage. Ici, nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Faut du cœur, faut du courage. Mais tout est possible malgré mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. N'y va pas. Il y a des tempêtes et des naufrages, le feu, le diable, les mirages. Je te sais si fragile parfois. Reste au creux de moi. On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux mari et père. Mais toi, tu rêves de partir? Ici, tout est joué d'avance, et l'on n'y peut rien changer. Tout dépend de ta naissance. Et moi, je ne suis pas bien né. Là-bas, loin de vie de nos villages, j'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, tu m'échapperas là-bas. J'aurai ma chance, j'aurai mes droits. N'y va pas. Et la fierté qu'ici je n'ai pas. Là-bas, tout ce que tu mérites est à toi. N'y va pas. Ici, les autres imposent leurs lois. Là-bas, je te perdrai peut-être, là-bas. N'y va pas. Je me perds si je reste là. La vie ne m'a pas laissé le choix. N'y va pas. Toi et moi, ce sera là-bas ou pas. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage, libre continent sans grillage. Beau, comme on n'imagine pas. Ici, nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Le 23 avril, un bateau fait naufrage en Méditerranée centrale. Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, cette nuit-là, Dima eut du mal à fermer l'œil. Elle n'avait pas arrêté de penser à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Sa famille, ses amis, son pays, un emploi sûr. Sans savoir s'ils seraient bien accueillis là-bas, s'ils obtiendraient le statut de réfugiés qui leur permettrait de tourner la page. Elle allait devoir apprendre une langue nouvelle, d'autres modes de vie, d'autres codes. Si à la sortie de toutes ces péripéties, il réussissait à passer en Angleterre, la potion lui paraîtrait moins amère. Pour l'heure, tout ce dont elle était sûre, c'est que le bateau les amènerait à Lampedusa. Ce grain de sable abandonné au milieu de la Méditerranée, c'est déjà l'Italie, paraît-il. Elle n'avait jamais pris le bateau de sa vie. Elle qui était née loin de la mer. Hakim lui avait promis une semaine de villégiature au bord des plages de sable doré de Latakié. Mais la guerre s'était invitée à Alep 3 mois plus tôt et ils eurent d'autres priorités, dont l'apprentissage difficile de la survie au quotidien. Jusqu'à la décision de partir se réfugier chez son frère à Damas, et à celle inimaginable, il y a peu encore, de rejoindre l'Europe par des voies clandestines. Elle avait gambergé des nuits entières. À tout hasard, elle avait glissé des cachets contre le mal de mer dans son sac à main. Elle ne savait pas comment son estomac ni celui de ses filles réagiraient. Puis le jour est arrivé, qui s'étira à n'en plus pouvoir. Chaque heure paraissait une semaine, avant le coup de fil tant attendu qui leur demanda de descendre, sans oublier de solder les comptes à l'accueil. Des bus les attendaient devant l'hôtel. Le 23 avril, un bateau fait naufrage en Méditerranée centrale. Le bateau de sauvetage, sous le choc de vagues de 6 mètres, le cherchait sans le trouver. Les marins vomissaient,
Après des heures et des heures, ils approchent du bateau en détresse. Il n'y a plus, au milieu de l'eau, que des planches éparses, des corps sans vie, sans nom. Du côté de la frontière sud, des parents attendent leurs enfants depuis 2016, 2017, etc. Rien ne peut les persuader qu'ils ne reviendront pas. Ils les imaginent dans les prisons d'Espagne, de Tunisie, du Maroc. Ce jour-là, un corps tatoué s'est échoué à Boumerdès. 26 avril, dans une embarcation au large de l'île d'El Hierro, au bout de l'archipel des Canaries, on découvre 24 personnes mortes de faim, de soif, d'épuisement. Le mois dernier, 283 personnes sur 5 cayucos sont parties de Mauritanie. Elles n'auront pas l'occasion d'attendre dans un des camps des îles un éventuel transfert, ni de se demander pourquoi on les empêche de demander asile ou pourquoi on les y pousse, ni de chercher une stratégie. Elles ne sont pas arrivées. Rappelle-toi, nous qui sommes nés après la Seconde Guerre mondiale et les horreurs des fascismes en Europe, nous voulions bâtir un monde sans barrières, où toutes les frontières seraient ouvertes à tous. Nous voulions l'avènement d'une grande communauté humaine où chacun devait avoir sa place de citoyen du monde. Nous rêvions de fraternité. Alors, nous avons supprimé les contrôles aux frontières intérieures de l'Europe. Nous avons détruit le mur de Berlin que nous appelions le mur de la honte. Et nous pensions que c'était gagné, que l'humanisme remportait la bataille sur le rejet de l'autre et la ségrégation. C'était formidable. Notre rêve devenait réalité. Aujourd'hui, quand nous ouvrons les yeux, le constat est bien autre. Depuis 1989, 27 000 kilomètres de frontières nouvelles ont été tracés et 10 000 autres sont programmés pour les prochaines années. Quand le mur de Berlin est tombé, il restait dans le monde 11 murs de séparation. Aujourd'hui, on en compte 65, dont beaucoup ont été construits au cours des 20 dernières années. Les raisons évoquées sont toujours les mêmes. Contre la menace terroriste, contrer la menace terroriste, limiter l'immigration et lutter contre les trafics illégaux. Résultat, chaque année, plusieurs milliers de migrants décèdent en voulant échapper à leur pays et en cherchant à traverser ces frontières que nous leur fermons. Ces murs, ces barrières qui séparent des nations entières, actent la rupture entre les cultures et les identités, alimentent les tensions et empêchent une partie des populations d'être justement des citoyens du monde. Que s'est-il passé ? Que sont devenus nos rêves ? Suffit-il du retour de la peur
pour que, voulant la tenir à distance, nous nous tairions dans ce que nous appelons notre chez-nous? Sommes-nous condamnés à vivre emmurés, à refermer nos bras et à verrouiller nos cœurs? Ou bien nous rappellerons-nous nos promesses anciennes et ferons-nous le choix du courage plutôt que celui de la lâcheté, en abattant les murs, ouvrant nos frontières, nos pensées et nos cœurs? Le citoyen doit-il jamais un instant abdiquer sa conscience au législateur? À quoi bon la conscience individuelle alors? Je crois que nous devrions être femmes et hommes d'abord et sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation qui m'incombe est de faire bien. La loi n'a jamais rendu les hommes un brin plus justes. Et par l'effet du respect qui lui témoigne, les gens les mieux intentionnés se font chaque jour les commis de l'injustice. La masse des hommes sert ainsi l'État, non point en humain, mais en machine, avec leur corps. C'est eux l'armée permanente. Et la milice, les geôliers, les gendarmes, la force publique, etc. La plupart du temps, sans exercer du tout leur libre jugement ou leur sens moral. Au contraire, ils se ravalent au niveau du bois, de la terre et des pierres, et on doit pouvoir fabriquer de ces automates qui rendront le même service. Cela ne commande pas plus le respect qu'un bonhomme de paille ou une motte de terre. Ils ont la même valeur marchande que des chevaux et des chiens. Et pourtant, on les tient généralement pour de bons citoyens. D'autre part, comme la plupart des législateurs, des politiciens, des juristes, des ministres et des fonctionnaires servent surtout l'État avec leur intellect et, comme ils font rarement des distinctions morales, il arrive que sans le vouloir, ils servent le démon aussi bien que Dieu. Une élite, les héros, les patriotes, les martyrs, les réformateurs au sens noble du terme, et des hommes mettent aussi leur conscience au service de l'État et en viennent forcément, pour la plupart, à lui résister. Ils sont couramment traités en ennemis. Un sage ne servira qu'en sa qualité d'homme et ne se laissera pas réduire à être la glaise qui bouche le trou par où souffler le vent. Je ne cherche pas querelle à des ennemis lointains, mais à ceux qui, tout près de moi, collaborent avec ces ennemis lointains et leur sont soumis. Privés d'aide, ces gens-là seraient inoffensifs. Nous sommes accoutumés de dire que la masse des hommes n'est pas prête. Mais le progrès est lent parce que l'élite n'est matériellement ni plus avisée, ni meilleure que la masse.
Le plus important n'est pas que vous soyez au nombre des bonnes gens, et qu'il existe quelque part une bonté absolue, car cela fera lever toute la patte. Il y a des milliers de gens qui, par principe, s'opposent à l'esclavage et à la guerre, mais qui en pratique ne font rien pour y mettre un terme, qui, se proclamant héritiers de Washington ou de Franklin, restent plantés les mains dans les poches à dire qu'ils ne savent que faire et ne font rien, qui même subordonnent la question de la liberté à celle du libre-échange, et lisent, après dîner, les nouvelles de la guerre avec la même placidité que les cours de la bourse, et peut-être s'endorment sur les deux. Quel est le cours d'un honnête homme aujourd'hui? On tergiverse, on déplore, et quelquefois on pétitionne, mais on n'entreprend rien de sérieux, ni d'effectif, on attend, avec bienveillance, que d'autres remédient au mal, afin de n'avoir plus à le déplorer. Tout au plus, offre-t-on un vote bon marché, un maigre encouragement, un « Dieu vous assiste » à la justice quand elle passe. Il y a 999 défenseurs de la vertu pour un seul homme vertueux. Mais il est plus facile de traiter avec le légitime possesseur d'une chose qu'avec son gardien provisoire. Même voter pour ce qui est juste, ce n'est rien faire pour la justice. Cela revient à exprimer mollement votre désir qu'elle l'emporte. Un sage n'abandonne pas la justice au caprice du hasard. Il ne souhaite pas non plus qu'elle l'emporte par le pouvoir d'une majorité. Il y a bien peu de vertu dans l'action des masses humaines. Messieurs, si quelqu'un, il y a 4 siècles, à l'époque où la guerre existait de commune à commune, de ville à ville, de province à province, si quelqu'un eût dit à la Lorraine, à la Picardie, à la Normandie, à la Bretagne, à l'Auvergne, à la Provence, au Dauphiné ou à la Bourgogne, un jour viendra où vous ne vous ferez plus la guerre, un jour viendra où vous ne lèverez plus d'hommes d'armes les uns contre les autres, un jour viendra où on ne dira plus les Normands ont attaqué les Picards, les Lorrains ont repoussé les Bourguignons. Vous aurez bien encore des différends à régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre. Mais savez-vous ce que vous mettrez à la place des hommes d'armes? Savez-vous ce que vous mettrez à la place des gens de pied et de cheval? Des canons, des fauconneux, des lances, des piques, des épées? Eh bien, vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez l'urne du scrutin. Et de cette boîte, il sortira quoi? Une assemblée. Une assemblée en laquelle vous vous sentirez tous vivre, une assemblée qui sera comme votre âme à tous, un concile souverain et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui fera tomber le glaive de toutes les mains et surgir la justice de tous les cœurs et qui dira à chacun, là finit ton droit, ici commence ton devoir. Bas les armes, vivez en paix. Ce jour-là, vous ne serez plus des peuplades ennemis, vous serez un peuple. Vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, la Provence, non. Vous serez la France. Si quelqu'un eût dit cela à cette époque, messieurs, et tous les hommes positifs, tous les gens sérieux, tous les grands politiques d'alors se fussent écriés « Oh, mais que voilà une étrange folie, une absurde chimère !» Messieurs, le temps a marché, et cette chimère, aujourd'hui, c'est la réalité. Eh bien, vous dites aujourd'hui, et je suis de ceux qui disent avec vous tous, nous qui sommes ici, nous disons à la France, à l'Angleterre, à la Prusse, à l'Autriche, à l'Espagne, à l'Italie, à la Russie, nous leur disons, un jour viendra où les armes vous tomberont des mains à vous aussi. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes les nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Ah,
Ce sera là une réalisation splendide. Plus de frontières, plus de douanes, plus de guerres, plus d'armées. Les boulets et les bombes seront remplacés par des votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne et ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leur art, leur génie. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour l'amener, car nous vivons dans un temps rapide, nous vivons dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples. Et à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas, et par son exemple séculaire, elle a dit au peuple « vous êtes libres ». La France a fait le second pas. Elle a dit au peuple « vous êtes souverains ». Maintenant, faisons le troisième pas, et tous ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons au peuple « vous êtes frères ». Je ne suis pas née avec une fin de liberté, non. Je suis née libre, libre de toutes les façons que je pouvais connaître, libre de courir dans les champs près de la hutte de ma mère, libre de nager dans le ruisseau clair qui traversait mon village, libre de faire griller du maïs sous les étoiles et de monter sur le dos large des bœufs au palan. Tant que j'obéissais à mon père et que je respectais les coutumes de ma tribu, je n'étais pas inquiétée par les lois de l'homme ou de Dieu. Ce n'est que lorsque j'ai appris que la liberté de mon enfance était une illusion et que j'ai découvert, jeune homme, qu'on m'avait déjà pris ma liberté, que j'ai commencé à avoir faim d'elle. Au début, en tant qu'étudiant, je ne voulais la liberté que pour moi-même. La liberté passagère de rester dehors pendant la nuit, de lire ce qui me plaisait, d'aller où je l'avais choisi. Plus tard, en tant que jeune homme à Johannesburg, j'ai désiré les libertés fondamentales et honorables, de réaliser mes possibilités, de gagner ma vie, de me marier, de fonder une famille. La liberté de ne pas être entravé dans une vie injuste. Mais alors, j'ai lentement découvert que non seulement je n'étais pas libre, mais que mes frères et sœurs ne l'étaient pas non plus. J'ai vu qu'il n'y avait pas que ma liberté à être réduite, il y avait aussi celle de tous ceux qui me ressemblaient. C'est alors que j'ai rejoint le Congrès national africain, et c'est alors que ma fin de liberté personnelle est devenue fin de liberté pour mon peuple. C'est ce désir de liberté pour que mon peuple vive sa vie dans la dignité et la fierté qui a transformé un jeune homme effrayé en quelqu'un d'audacieux, qui a conduit cet avocat respectueux des lois à devenir un criminel, qui a transformé un mari aimant sa famille en errant, qui a obligé un homme amoureux de la vie à vivre en moine. Je n'ai pas plus de vertu ni d'abnégation qu'un autre, mais j'ai découvert que je ne pouvais pas profiter des pauvres libertés limitées qu'on m'autorisait alors que je savais que lui, mon peuple, n'était pas libre. La liberté est indivisible. Les chaînes que portait un de mes compatriotes, tous les portaient. Et les chaînes que tous portaient, je les portais. C'est au cours de ces longues années solitaires que la fin de liberté pour mon peuple est devenue fin de liberté pour tous, blancs et noirs. Je savais parfaitement que l'oppresseur doit être libéré de tout, comme l'oppressé. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine. Il est enfermé derrière les barreaux des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté, tout comme je ne suis pas libre si l'on me prive de ma liberté. L'opprimeur et l'oppressé sont tous deux dépossédés de leur humanité. La liberté.
Ce n'est pas partir, c'est revenir et agir. Ce n'est pas prendre, c'est comprendre et apprendre. Ce n'est pas savoir, c'est vouloir et pouvoir. Ce n'est pas gagner, c'est payer et donner. Ce n'est pas trahir, c'est réunir et accueillir. La liberté, ce n'est pas s'incliner, c'est refuser et remercier. Ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau et un fardeau. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse et la noblesse. Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir et un espoir. Ce n'est pas discourir, c'est obtenir et maintenir. Ce n'est pas facile, c'est si fragile, la liberté. Ni sé com, llibertat, hem vestit la teva imatge en el temps. Per no haver-te conegut, t'hem ofert cançons d'amor per fer-te un poc menys absent. La llibertat, aquesta dama encadenada que ens està esperant. I el teu nom? Llibertat. A poc la barateixen, meu amor. Sabent-ne els enamorats, venen ombres al teu cos per calmar la nostra antiga set. Però així no ets tu, la llibertat. Aquesta dama encadenada que ens està esperant. I potser, llibertat, ets un somni fet bandera, tant se val. Cridarem sempre el teu nom, com si viure només fos essa pelegria a la teva font. La llibertat, aquesta dama encadenada que ens està esperant. La llibertat, aquesta dama encadenada que ens està esperant. Seul en ce moment, inquiet de tendresse et songeur, il me semble qu'il y a d'autres hommes en d'autres contrées inquiets de tendresse et songeurs. Il me semble que je puis jeter un coup d'œil et les voir en Allemagne, Italie, France, Espagne ou là-bas très loin, en Chine ou en Russie ou au Japon, parlant d'autres dialectes. Et il me semble que si je pouvais connaître ces hommes-là, je m'attacherais à eux comme je m'attache aux hommes de mon pays. Oh, je sais que nous serions frères et amis. Je sais que je serais heureux avec eux. Âgé de 100 000 ans, j'aurai encore la force de t'attendre, ô demain pressenti par l'espoir. Le temps
vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. Le matin est neuf et le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille. Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu. Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille à maint bruit vite éteint et perdu, comme au jeu. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent. Quel bonheur de partager ce moment avec toi, Pedro. On recommence. Tu l'as voulu 2 fois tout à l'heure, tu l'auras 2 fois même. Je voudrais juste vous dire le nom des auteurs des textes que nous avons lus. Je pense que ça peut vous intéresser. Après l'histoire d'Hannibal, qui traverse donc le col de Banyuls, il y a eu 2 témoignages de Banyulinck. Le premier, c'est Anicette Déou, qui nous a parlé de la division Henrique Lister. Et ensuite, c'est un petit témoignage charmant sur les manteaux dont elle a dû se séparer pour les donner à ses petits Espagnols, ses petits Catalans, pardon. C'est Rose-Marie Bidouzo Mayol qui nous racontait ça, et que l'on trouve dans les ouvrages Banyuls se raconte, que je vous invite à lire. Ensuite, un texte de Maria Zambrano, L'Espagne sort d'elle-même. Puis, Hélène Legré nous racontait le passage de Kessel et de Druon en Espagne, au col de Banyuls. Lisa Fitko nous racontait le passage de Benjamin et ce qu'il est devenu. Ensuite, 2 textes sur les frontières, le premier de Raymond Vigère, le deuxième, lu par Claude, où tu es Claude, des mots l'émotion de Port-Vendre, qui s'est joint à nous aussi pour ce beau événement. Puis donc un texte qui s'appelle Frontières d'André Velter. Vous avez peut-être reconnu ensuite le texte de Là-bas de Goldman, Jean-Jacques Goldman. Les 2 textes portant sur les migrants en Méditerranée, le premier était de Louis-Philippe d'Alembert, dans un ouvrage qui s'appelle Mur Méditerranée.
Le deuxième était de Marie Cosnet, une grande militante française qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. Son ouvrage s'appelle Des îles et témoigne de tous les problèmes des migrants. Après le texte Rappelle-toi, vous avez peut-être reconnu la désobéissance civile de Thoreau, l'idée de l'Europe de Victor Hugo, qui a suivi, évidemment, texte écrit en 1860 ou 85 et qui est tellement d'actualité. Combien 1849. 49, merci. Après, il est en exil. Et après, il part en exil, absolument. Liberté, ensuite, de Mandela, le magnifique texte de Mandela, un texte de Jacques Prévert sur la liberté, le texte de Louis Llach, alors je ne le dirai pas en catalan, mais c'est Chanson d'amour à la liberté. Ensuite, le poème de Walt Whitman, Fraternité, et Demain de Desnos. Voilà. Je voudrais remercier notre régisson, en la personne d'Emmanuel. C'est pas tout à fait fini, parce que Pedro va nous présenter un invité surprise qui va venir nous chanter une chanson. Pedro, veux-tu bien? Voilà. À moi le micro de la voix. À toi, voilà. Je suis venu. Dans le micro. Hein. Oui. Nous avons un ami, Wolf Biermann, qui est amoureux de Banyuls, qui vient depuis des années à Banyuls, et qui est chanteur. Alors, je sais pas comment. Il est incroyable. Il est là, il arrive, il est avec sa guitare là parce qu'il arrive de Munich où il a fait un concert à la Philharmonie de Munich, la nouvelle Philharmonie sur l'Elbe, la splendide. Hambourg. Ça fait 3 jours que j'écris. Oui, l'Elbe c'est Hambourg, c'est vrai ça. Bon, alors, la suite, c'est qu'il repart dans quelques jours à... Dis-le, toi. À Göteborg, en Suède. C'est en Suède? Voilà. Il joue dans des grandes salles et tout. Alors, ça, c'est sa biographie. Rassurez-vous, je ne vais pas la lire. Vous voyez le bouquin? Ça, c'est la traduction française. Il paraît que la version allemande est plus importante. Et c'est... Voilà. Alors, j'avais écrit un petit truc, mais je suis très content qu'il y ait... Derrière, là, ça, je vais vous le lire. Wolf Biermann, né à... Ça va le son? Oui. Né à Hambourg en 1936, soit dit en passant en 1936. Hein. Il dit qu'il est né pendant la guerre d'Espagne, avec la guerre d'Espagne. Hein. Est une véritable célébrité en Allemagne. Ses concerts rallient plusieurs générations, dont Madeleine d'ailleurs, bercée depuis des décennies par ses chansons populaires, qu'on apprend à l'école et tout. Enfin, c'est un monstre. Hein. Mais plus encore, Biermann est une figure de la dissidence en RDA. Sous surveillance constante de la Stasi, je vais quand même rajouter quelque chose après. Ces textes engagés lui ont valu en 1965 d'être interdit de circulation, il était à Berlin-Est, hein, de représentation, et enfin en 1976 d'être banni de son pays. Symbole de rébellion et d'espoir, il nous livre ici sa vie exceptionnelle, l'histoire d'un artiste, c'est pour le bouquin ça, fils de parents résistants, dont le père juif sera assassiné à Auschwitz, juif et communiste, il faut ajouter aussi, et qui aura eu à cœur de défendre le socialisme et son droit à la liberté. Son père était à Hambourg, bien sûr, et il travaillait dans les chantiers navals. Naval, hein, ouais. Il travaillait dans les chantiers navals, et il a fait du sabotage des bateaux
qui amenait des bateaux de Hitler, qui amenaient à l'Espagne les tanks, les avions, le gros matériel. Ils ont saboté les bateaux et c'est pour ça qu'il a été emprisonné et puis amené à Auschwitz où il a été assassiné. Bon, il y a plein d'autres choses à dire, mais parce que c'est un grand ami. Mais le voilà. Je voudrais vous lire, il va chanter une chanson. Et avant qu'il commence, il m'a demandé de lire le texte de sa chanson, qu'on sache quelque chose de lui. Non, non, si tu veux, je l'ai en allemand aussi là. Bon, d'accord. Et quand nous sommes arrivés sur le rivage, et sommes si longtemps restés dans la barge, il s'est trouvé que le plus beau des ciels nous est apparu dans l'eau, et à travers le poirier volaient quelques petits poissons. L'avion nagea à travers le lac et se fracassa doucement contre le tronc de saule. Contre le tronc de saule. Que deviennent nos rêves dans ce pays déchiré? Les blessures ne veulent pas se refermer sous le pansement crasseux. Et que deviennent nos amis? Que devons-nous, toi et moi? Je préférerais être loin. Je préférerais être ici. En même temps. Et il m'a expliqué que c'est ce dilemme qui est important, mais qui est mal traduit. als wir ans Ufer kamen, und als wir ans Ufer kamen und saßen noch lang im Kahn, da war es, dass wir den Himmel am schönsten im Wasser sahen. Und durch den Birnbaum flogen, und durch den Birnbaum flogen paar Fischlein, das Flugzeug schwamm quer durch den See und zerschellte, sachte am Weidenstamm, am Weidenstamm. Was wird bloß aus unseren Träumen? Was wird bloß aus unseren Träumen in diesem zerrissenen Land? Die
Wunden wollen nicht zugehen, nicht zugehen. Unter dem Dreck verbannt. Und was wird mit unseren Freunden? Und was wird mit unseren Freunden? Und was noch aus dir, aus mir? Ich möchte am liebsten weg sein. Weg sein. Und bleibe am liebsten hier. Ich möchte am liebsten weg sein. Am liebsten. Comment oser reprendre la parole après ce que nous avons entendu? Simplement pour remercier, alors Wolf n'était pas prévu au programme, et c'est grâce à Pedro et à Madeleine qu'il est là ce soir. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous les lecteurs, avec je crois, une innovation dans le cadre de vos soirées. Il y a eu une lecture en catalan, ce qui est un peu inhabituel chez vous. C'est déjà arrivé. En tout cas, merci pour ce chant de Louis Léac. Un grand merci à Pedro. Je crois qu'il mérite... Alors, vous savez, on pourrait dire, c'est pas extraordinaire, il habite juste en face, il est venu de pas très loin. Mais en réalité, chaque fois qu'on appelle Pedro pour quelque chose, qu'il s'agisse de défendre Banyuls, qu'il s'agisse de défendre la liberté, qu'il s'agisse tout simplement de faire preuve d'amitié, Pedro est là, et j'associe dans mes remerciements Madeleine, parce que ce sont des grands amis, et les grands amis de Banyuls, ils nous aident beaucoup dans l'activité de notre association. Merci encore. Et je voudrais enfin, et j'en ai terminé, remercier toutes celles et ceux qui nous ont aidés, ceux qui sont là derrière le bar et qui attendent que vous veniez déguster nos produits qui sont des produits de patrimoine, et en particulier les vignerons qui nous ont aidés. Alors il y a une petite liste, pardon je la lis, certainement moins bien que vous ne l'auriez fait. Nous ont aidé donc le domaine Bertha Mayol, la cave L'Étoile, le domaine du Traginet, qui est d'ailleurs présent ici, le domaine L'Oiseau Rebelle, le domaine La Pampa, le domaine de Valcrosse, également présent ici, le domaine de la Casablanca, le domaine Clos Saint-Sébastien, le domaine de la Rectorie et le domaine Casapayral. Tous nous ont aidés, ainsi que des commerçants bagnoulins. Alors, je voudrais, je ne sais pas s'ils sont représentés ici, mais remercier tout particulièrement l'Union des commerçants de Banyuls, parce que dès le premier jour, la présidente Sophie Serradei a dit « Moi, je marche avec vous, c'est important pour les commerçants ». Et aujourd'hui, un certain nombre de commerçants nous ont aidés à préparer le petit apéritif qui va vous être offert. Donc, la petite épicerie Fontauba, qui est dans l'avenue du Puy-Delmas, pour ceux qui ne la connaissent pas, la maison crue Boire et Manger, la boulangerie Paliverde, Olivier Borat en qualité d'oléiculteur et le Carrefour Express, ce sont tous des commerçants bagnoulins qui ont apporté de manière très différente leur contribution à la réussite de cette soirée. Je crois que c'était une belle soirée. Merci à tous d'être venus.
Merci à tous de nous aider. Nous n'avons pas fini notre combat pour la réouverture du col de Banyuls, mais on va y arriver. Merci.